Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, une délégation ivoirienne conduite par le président du CESEG, Jenaka Awele, a visité des laboratoires pharmaceutiques, des centres de traitement d'eau et start-up. Une mission pour s'imprégner des modèles d'apprentissage et de recherche à l'Université San Diego. Une immersion dans ce temple de l'innovation à suivre dans ce journal. Et la BAD renforce son appui à la Côte d'Ivoire, plus de 500% d'augmentation en 9 ans. C'est ce que représente le portefeuille de la Banque africaine de développement, plus de 1900 milliards de francs CFA. La ministre de l'économie, du plan et du développement appelle à étendre son action à d'autres secteurs majeurs. Le mois de Ramadan, dans sa dernière semaine, en dehors de la prière, de la pénitence, c'est une période d'intense activité économique. Des commerçants font de bonnes affaires. Ils proposent des produits spécifiques, des paniers pour la rupture du jeûne. D'autres tiennent des commerces, du chapelet, des tapis pour la prière. Et puis le pape François va mieux, mais reste hospitalisé pour suivre sa thérapie. Il est soigné à Rome depuis plus d'un mois pour une pneumonie. Son état est stable et son pronostic vital n'est désormais plus engagé. Immersion au cœur du savoir et de l'innovation technologique. Une délégation ivoirienne conduite par le président du CESEG, Jenaka Awele, découvre les infrastructures de pointe de l'Université d'État de San Diego. Il a visité les laboratoires pharmaceutiques, au centre de traitement d'eau, en passant par les incubateurs de start-up. Une mission pour s'imprégner des modèles d'apprentissage et de recherche qui façonnent l'avenir. Walter Amadou Ouattara. Université d'État de San Diego aux États-Unis d'Amérique. Des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que ceux du VITIB, Village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam, une délégation ivoirienne conduite par le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Elle s'imprègne des atouts qu'offrent les équipements d'apprentissage dans différents domaines des sciences, des laboratoires pharmaceutiques au centre de traitement d'eau, en passant par l'incubateur des startups. Tout le mode de fonctionnement est expliqué. Des recherches sont axées sur des puces qui interagissent avec les cerveaux des animaux et des humains. Nous avons pu réussir à insérer nos puces dans un rat et c'est resté pendant 6 mois et le rat n'a pas rejeté. Donc ça montre qu'avec la recherche, ça pourra nous aider à trouver des solutions à certaines maladies neurotiques. L'Afrique a une population très jeune et nous voulons que cette jeune population puisse apprendre des technologies très approfondies comme les semi-conducteurs et les puces. Des jeunes filles doctorantes y mènent leurs travaux. Elles incitent les étudiantes ivoiriennes à s'intéresser à la technologie. Je travaille pour la détection du niveau du glucose dans la sueur. Ça se passe bien, je suis à la 2e année, il y a de bons résultats. Mon message à l'endroit des jeunes filles ivoiriennes, c'est toujours travailler dur. Il y a une opportunité pour les jeunes filles dans ce domaine. Je viens de l'Allemagne, je suis ici pour faire ma thèse dans le domaine du neurotique. Je vais fabriquer un senseur neurotique qui va permettre de capter la détection des signaux du cerveau. Cette mission a été bénéfique pour le VITIB parce que nous encourageons les jeunes filles à s'intéresser au domaine de la technologie en Côte d'Ivoire. Nous profitons de cette mission pour aussi démontrer notre engagement dans le domaine de la technologie. Eugène Aka Awele, président du CESEC, se félicite de la tenue de la mission. L'Université d'État de Santiago, il y a eu plusieurs séances de travail avec les principaux présidents d'universités de Côte d'Ivoire. Nous a donc invités à venir ici pour que ensemble nous puissions conclure un partenariat qui permettrait bien sûr à des jeunes Ivoiriens de venir se former dans un cadre adapté à leur insertion dans l'économie de la Côte d'Ivoire. L'Université d'État de San Diego propose au moins 11 masters d'études technologiques. Elle est également spécialisée dans la formation professionnelle et dans l'enseignement continu. Des États-Unis, alors en France, le ministre Kofi Nguessan y est en mission après Paris. Il s'est rendu à Lyon, dans les locaux de l'Institut national des sciences appliquées. Cette prestigieuse école spécialisée en ingénierie et technologie est un partenaire de son ministère. De jeunes Ivoiriens vont bientôt faire des classes préparatoires. Serge Coléa. Des bacheliers ivoiriens issus des filières techniques F et E, inscrits en classe préparatoire de l'INSA, l'Institut national des sciences appliquées de Lyon,
bientôt une réalité grâce à la politique déployée par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. La plus grande école d'ingénieurs de France s'apprête à accueillir une première vague d'étudiants, fruit du programme Académie des talents. Nous avons le très grand honneur aujourd'hui d'accueillir Monsieur le ministre pour discuter de la collaboration que nous avons engagée pour le développement d'un cycle préparatoire permettant à des élèves issus de baccalauréat et de filières technologiques de réussir à intégrer donc les instituts nationaux de sciences appliquées à Lyon, mais sur l'ensemble des sites, pour leur permettre de poursuivre des cursus d'ingénieurs. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a tenu lui-même à s'imprégner du modèle de formation académique et professionnelle mis en œuvre pour un accès facile au marché du travail. En développant ce genre de coopération, c'est de permettre aux jeunes talentueux, dans le cadre de notre programme Académie des talents, d'attirer le maximum d'élèves talentueux dans nos lycées techniques et faire en sorte que les meilleurs puissent intégrer ces écoles d'ingénieurs. Parce que justement, notre économie a besoin d'ingénieurs industriels, les entreprises demandent ce genre de profil. En France, dans le cadre d'une mission de travail, Nguyen Sankofi a conclu à Paris un accord de coopération avec Elisabeth Borne, ex-première ministre et actuelle ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce partenariat jette officiellement les bases d'une coopération accrue dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et des avancées aussi au niveau de l'enseignement supérieur. Une chaire de la diplomatie coutumière africaine est créée à l'université du Bondoukou. C'est une mise en lumière des mécanismes traditionnels de résolution des conflits. On voit le lancement avec Herman Niamien. Alors que l'Afrique continue de faire face à des conflits meurtriers dont les résolutions absorbent d'énormes ressources sans toujours garantir une paix durable, l'université de Bondoukou propose une alternative inspirée des traditions ancestrales. La diplomatie coutumière africaine, une initiative pionnière visant à valoriser les avoirs endogènes et à renforcer les mécanismes traditionnels de résolution des conflits. Notre gouvernance au village, dans nos campements, notre gouvernance a un rôle et donc la réflexion sur la diplomatie coutumière, c'est comment prendre appui sur les valeurs, les civilisations, mais également sur les mécanismes susceptibles de nous permettre d'avoir non pas une paix durable, mais une paix permanente. La diplomatie coutumière africaine puise ses racines dans les pratiques traditionnelles de médiation, de dialogue et de réconciliation. Elle s'appuie sur des mécanismes tels que les alliances interethniques, les parentés à plaisanterie et le rôle des chefs traditionnels dans la gestion des conflits. L'université de Bondoukou, qui ambitionne de devenir un pôle de recherche et de formation de référence en Afrique, vient donc de créer une chaire de la diplomatie coutumière africaine en son sein. Dans nos missions, il y a la formation et la recherche. Donc tout ce qui est formation sur certaines thématiques nous intéresse. Et donc nous embrassons cette nouvelle filière diplomatie coutumière africaine pour pouvoir doter la Côte d'Ivoire de cadres compétents, de cas de qualité sur la problématique de la gestion non violente des conflits. Gembala Diakité, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a salué l'importance de cette initiative. Le ministre m'a instruit de venir soutenir l'université qui fait un excellent travail. L'université se met petit à petit en place avec les différentes filières. Ça, c'est une innovation. Il a été même dit que l'UNESCO déjà s'intéresse à cette chaire, la chaire de la diplomatie coutumière en Afrique. Au cours de cette cérémonie, le professeur Amoa Urbain a prononcé une conférence inaugurale sur le thème « Diplomatie africaine, culture de la paix et université nouvelle ». Une rentrée académique aussi à l'Institut national de formation judiciaire qui joue un rôle clé dans la formation du personnel judiciaire en Côte d'Ivoire. Dans le magazine du dimanche à 13h, Hamza Diaby a reçu Lébri Marie-Néonard, le directeur général, pour faire le point. Voici un extrait de l'entretien. L'IMFEJ, c'est un établissement public national à caractère administratif qui a pour mission essentielle de recruter et de former le personnel judiciaire, c'est-à-dire les magistrats, les greffiers, le personnel de l'administration pénitentiaire et le personnel de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse,
L'INFEJ a été créé en 2005, le 3 février plus exactement. Il a en son sein 4 écoles, l'école de la magistrature, l'école des greffes, l'école du personnel pénitentiaire, l'école du personnel de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. En ce qui concerne ces infrastructures, l'INFEJ a 2 sites. Le siège qui est à Yamoussoukro, qui regroupe donc l'administration et les 4 écoles. Et puis à Abidjan, nous avons un centre de formation continue au quartier Bonoumé, dans la commune de Cocody, pour la formation continue. Contrairement à ce que les gens pensent, l'INFEJ, ce n'est pas du tout pour les magistrats et les juristes uniquement, puisqu'on a l'école des greffes, on a l'école du personnel pénitentiaire et l'école du personnel de la protection judiciaire, auxquelles peuvent accéder ceux qui n'ont pas une formation de juriste, qui ont d'autres compétences, d'autres formations en lettres modernes, en philo. 2 missions essentielles pour l'INFEJ. 1, recruter le personnel judiciaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, greffiers, magistrats et autres, par voie de concours. 2e mission, les former pour les rendre opérationnels et les mettre à la disposition du service public de la justice. Et dans l'actualité ce soir, le portefeuille actif de la BAD en Côte d'Ivoire a augmenté de plus de 500%. Il passe de 370 milliards de francs CFA à plus de 1900 milliards. C'est le directeur général adjoint de cette institution financière internationale qui a donné l'information lors d'un atelier. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Des détails avec Dangui Dangui. Transport urbain, entrepreneuriat, industrialisation, emploi jeune. La BAD veut financer le développement de ces domaines en vue de renforcer son appui à l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de l'atelier relatif au portefeuille des projets et programmes financés par la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire qui a eu lieu ce jeudi et où le directeur général adjoint de cette institution financière internationale a révélé que le portefeuille actif de la BAD en Côte d'Ivoire a augmenté de plus de 500%. Passant de 370 milliards de francs CFA en 2015 à 1911 milliards de francs CFA au 31 décembre 2024, malgré les défis. Concernant le retard dans l'exécution des projets, il est important d'effectuer les paiements des indemnisations à toutes les personnes affectées par le projet et assurer une meilleure gestion des contrats. Après avoir salué l'engagement de la Banque africaine de développement dans de nombreux domaines en Côte d'Ivoire, notamment le développement des PME, la gouvernance et la modernisation de l'État, le ministre de l'Économie, du Plan et du Développement souhaite que la BAD s'intéresse à d'autres secteurs tout aussi stratégiques pour la Côte d'Ivoire. Nous exhortons la BAD à étendre son action à d'autres secteurs stratégiques où les défis restent majeurs, notamment la santé, l'accès à l'eau potable et l'assainissement, les logements sociaux, la transformation numérique, y compris l'intelligence artificielle et le changement climatique. Faire le point sur l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la BAD et identifier les principaux obstacles à la mise en œuvre efficace des projets. Ce sont là, entre autres, les objectifs de cet atelier relatif au portefeuille des projets et programmes financés par la Banque africaine de développement BAD en Côte d'Ivoire. Dans le nord du pays, le Conseil régional du Poro poursuit sa politique d'accès à l'emploi des jeunes. Son président, le ministre Fidel Sarasoro, a signé avec un cabinet d'expertise foncière une convention. Elle permettra de renforcer les capacités des jeunes dans le domaine du foncier. Ami Sissoko, Franck Wadio. Une convention de partenariat entre le Conseil régional du Poro et le cabinet d'expertise CGDS. Le projet est inspiré d'un programme réalisé dans la région voisine du Tchologo et qui a permis de former 350 jeunes au métier de la sécurisation foncière et de la géomatique. Donc pour la région du Poro, on aura 1500 emplois que nous pourrons générer. On a 597 villages dans le Poro et dans chaque village, on aura au moins un emploi qu'on appelle les points focaux qui seront formés au métier de la sécurisation foncière pour sensibiliser nos parents également et qui vont prendre une part active sur le terrain, ceux qui vont faire les bornages, qui vont faire les layons également et ceux qui vont collecter les demandes également. Donc ce sont ces profils-là qu'on va pouvoir former. L'ambition du président de la région, Fidel Sarasoro, est double, offrir de l'emploi aux jeunes, mais aussi de la compétence pour mieux appréhender les questions foncières, une réalité vivace dans la région. Il n'y a pas d'emploi durable s'il n'y a pas de jeunes
compétents. Nous signons des conventions avec des partenaires que lorsque nous avons la certitude que ce que nous formons et que ce que nous faisons débouche sur des emplois ou sur la capacité à la personne qui a été formée de se mettre en situation d'emploi. Ce projet, notons-le, a été dans la foulée présenté aux autorités administratives et aux élus lors d'une rencontre à la préfecture. Autre chose dans l'actualité ce soir, la mutuelle sociale de la RTI a un nouveau président, Kader Sogodogo, élu à la tête du conseil d'administration. Il prend la musartie avec des idées claires à mettre en œuvre en faveur des travailleurs. Il entend améliorer les conditions de vie des adhérents et surtout de leurs familles. On fait le point avec Didier Nguessan. Il est le nouveau président du conseil d'administration de la mutuelle sociale des agents de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, Musartie. Kader Sogodogo est élu à l'unanimité des délégués du syndicat, du comité de management et des 5 corps de métier que sont le journalisme, la technique, la production, l'administration et le corps médical. Il décline son projet social. Et notre ambition, c'est tout simplement redonner le sourire à chaque mutualiste. Et ce sourire-là, je reste convaincu qu'il va réjaillir sur toutes les familles. C'est d'avoir des agents qui vont bien se soigner. Notre ambition, donc, c'est la cité nouvelle RTI. Oui, des habitations pour tous ces agents qui donnent de leur temps, de jour comme de nuit, à donner un programme aux Ivoiriens. Une vision sociale pour le bien-être des travailleurs de la RTI et de leurs familles dans laquelle les concernés placent beaucoup d'espoir. Nous épousons ces idées qu'il vient de mettre. Parce que bien se soigner, bien se porter, c'est bien travailler. Et alors offrir un toit à chaque mutualiste, je crois que c'est des choses qu'il faut applaudir des 4 mains. Nous voudrions donc lui souhaiter bon vent. La santé est la première richesse que l'on peut avoir. Et avoir une équipe qui puisse travailler pour l'amélioration de notre condition, de notre santé, je pense que c'est une chose excellente. Et le choix de notre président me va particulièrement droit au cœur. Sers-toi des erreurs des autres et fais mieux. Parce qu'on t'attend. On t'attend pour beaucoup de challenges. La direction sortante, dont le DRH assurait l'intérim, a présenté son bilan jugé satisfaisant au regard de la réduction des dettes. Celles-ci sont passées de plus de 300 millions de francs CFA en 2021 à 206 millions en 2023, soit une réduction de plus de 94 millions de francs CFA. Sur la même période, d'un déficit budgétaire de 107 millions de francs CFA, la Musartie est passée à un excédent de 71 millions de francs CFA. Le nouveau président Kader Sogodogo est élu pour un mandat de 3 ans, renouvelable une fois. Un mandat avec toutes nos prières. Et nous sommes justement dans la dernière semaine du mois de Ramadan. En dehors de la prière, la pénitence, c'est une période d'activités économiques. Des commerçants font de bonnes affaires en proposant des articles pour la prière, des paniers de fruits et autres produits pour la rupture du jeûne. Des offres spéciales que l'on retrouve aussi bien chez les particuliers que sur les grandes surfaces. C'est un engouement de saison, mais qui permet à des jeunes, vous allez le voir, de se faire de l'argent. C'est un reportage de Arstou Touré et Franck Quadio. Elles sont nombreuses, ces activités qui fleurissent durant la période du mois de Ramadan, mois de reconnexion spirituelle pour le musulman. Au nombre de ces activités, celle de Fatima Diallo, qui s'est spécialisée dans la confection de goodies et de paniers cadeaux pour divers événements. Ce dimanche, à 10h, alors que son entreprise est fermée, nous la retrouvons à son domicile. Elle range ses courses et prépare ses commandes. J'ai reçu une commande d'un ami et j'ai de nombreuses commandes. Donc j'ai dû faire les courses assez rapidement pour pouvoir emballer et être dans le temps de livraison. Exceptionnellement, le mois de Ramadan, on travaille un peu plus parce que la demande est grande. Les commandes se font via WhatsApp. Par jour, elle écoule une 50aine de paniers. Pour elle, le Ramadan est une période où les affaires prospèrent. On a une petite équipe qu'on a mis en place pour pouvoir nous porter assistance concernant les achats, concernant la confection des paniers, concernant les livraisons. Encore une nouvelle commande. Sans perdre de temps, Fatima s'empresse de préparer un panier à livrer. Son timing, bien coordonné, lui permet de satisfaire sa clientèle avec efficacité.
Direction Angré-Nouveau-Chu, où nous rencontrons Mohamed, entrepreneur à la tête d'un bazar. Exceptionnellement, durant le Ramadan, il propose un service de personnalisation d'articles religieux. Nous arrivons alors qu'il finalise une commande pour un client. Face à la demande croissante, Mohamed s'est constitué une équipe. En moyenne, entre 5 et 10 tapis par jour. En ce moment, de tout ce qu'on vend, ce sont les tapis qui sortent le plus. Donc il y a une influence automatiquement du chiffre d'affaires. Les entrepreneurs, certes, mais les centres commerciaux ne sont pas en reste. Certains proposent des offres spéciales pour le Ramadan afin d'attirer une clientèle en quête de bons plans. Souvent, on fait la décoration des entreprises, des maisons, tout ça, pour la période du Ramadan. C'est ici que je viens m'approvisionner. On a vraiment une grande variété d'accessoires, de décorations. On est en train de concentrer sur l'art de table pour les repas de Ramadan. Avec une multiplication d'activités et d'initiatives commerciales, le Ramadan devient un véritable levier économique, bénéfique tant pour les entrepreneurs que pour les consommateurs. Les activités florissantes du mois de Ramadan, c'était un reportage de Yasto Soro et Franck Quadio. Justement, les 29 ou 30 jours du mois de Ramadan sont subdivisés en 3 décades de 10 jours. Chaque décade a une importance particulière pour les fidèles. C'est dans la dernière décade et dans les nuits impaires que se trouve la nuit du destin, la Laylatul Qadr. Elle voit elle seule 1000 mois d'adoration, un moment d'intense invocation et d'aumône. Tout le sens avec Soro Corona. Le Ramadan, 9e mois du calendrier musulman, reste le plus béni et convoité par les musulmans. Ces 29 ou 30 jours, selon le calendrier lunaire, sont des moments de pénitence, de partage, de solidarité et de piété pour les fidèles de se pardonner et de se rapprocher davantage du Créateur. On a 12 mois dans l'année et dans ces 12 mois-là, il y a un mois qui est consacré pour qu'on puisse se faire pardonner, qui est le mois de Carême. Et c'est le mois saint des musulmans. Le dernier décade du mois de Ramadan, qui est le dernier 10 jours, est très très important pour les musulmans. Présence de la nuit du destin dans les 10 derniers jours. Les 20 premiers jours, les faits sont multipliés, mais les 10 dernières nuits, c'est encore plus multiplié. À partir du 20e jour, le fidèle musulman doit multiplier les prières, les invocations et l'aumône. C'est dans cette décade, appelée aussi période de la préservation du feu de l'enfer, que se trouve la Laylatul Qadr ou la nuit du destin. Chacun fait ce qu'il peut pour pouvoir multiplier les faits, pas seulement liés à la prière, multiplier les lectures coraniques, les prières nocturnes. Ne te fatigue pas. Fais-le et fais-le et fais-le. Fais beaucoup de sacrifices. Fais beaucoup de bien. C'est aussi un moment de faire la retraite spirituelle. La nuit du destin se trouve dans les 3 dernières nuits impaires du mois du Ramadan. Cette nuit vaut à elle seule 1000 mois d'adoration. En sport football, éliminatoire mondial 2026, 5e journée, les éléphants remportent la bataille de Meknes au Maroc. La Côte d'Ivoire s'impose 1-0 devant le Burundi. Cette performance permet à nos pachydermes de conserver la tête du groupe F avec 13 points. Patrick Dadier était notre envoyé spécial à Meknes. Vendredi 21 mars 2026, jour indiqué pour le match Burundi-Côte d'Ivoire, comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Pour ce 4e face-à-face historique, un commando de journalistes ivoiriens embarque à bord d'Air Côte d'Ivoire, direction Meknes, au Maroc, théâtre des opérations. Il est 7h40. À moins de 5 heures de vol, l'avion atterrit à l'aéroport de Fès. Il faut 1 heure de route pour rallier la ville de Meknes située à 60 km. 16h30, heure locale, les éléphants quittent l'hôtel Zaki. Sortie de la bande à Faye Emers pour l'échauffement. Parmi les joueurs figure Clément Akba, première sélection. Nous jouons parce que nous voulons être qualifiés pour la Coupe du Monde. Et pour ce faire, il faut gagner tous les matchs. Nous, on joue contre le Burundi. On doit jouer du mieux possible, gagner ce match. C'est la délivrance suite à l'unique réalisation de la partie signée Guessin Evan. J'étais déjà libéré depuis un moment, voilà, j'ai pas de difficulté à jouer avec de tels bons joueurs. Après, c'est sûr qu'en tant que joueur offensif, j'ai forcément envie d'aider mon équipe. Aujourd'hui, c'est chose faite et je suis très content parce qu'on avait besoin de ces 3 points. On n'a pas fait un bon match. On a fait trop d'erreurs techniques, individuellement, collectivement, pour pouvoir trouver les enchaînements qu'on avait travaillé, qu'on avait prévus. Mais on est dans un championnat pour une qualification à la Coupe du Monde où il faut finir premier.
Donc on va prendre les 3 points qu'on a pris ce soir et puis on va rentrer à Abidjan, récupérer rapidement et préparer le match de lundi avec, espérons, beaucoup plus de qualité. On a eu tellement d'émotions et je reviens à ce que Coach Faye avait dit lors de la conférence, qu'il ne fallait pas négliger l'équipe. Burundi, on s'est dit c'est un petit pays, ils ont joué mais on est numéro 1. Ainsi, les Pachydermes remportent la bataille de Meknex et reprennent leur fauteuil de leader dans le groupe F, 13 unités désormais. Voilà, donc on va faire le reste de l'actualité qui nous conduit dans un bref tour du monde, une revue en 7 jours de la semaine écoulée, le 7 sur 7 avec Godefroy Okambawa. Les États-Unis ont expulsé sans ménagement l'ambassadeur sud-africain à Washington, Ebrahim Rasool, déclaré persona non grata, nouvel épisode d'une relation au plus bas entre la nouvelle administration américaine et Pretoria. Paris suspend l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques algériens. Cette décision survient après que Alger a rejeté lundi une liste de ses ressortissants à expulser, soumise par la France. Ekrem Imamoglu a été arrêté mercredi pour corruption et terrorisme. Principal rival du président Recep Tayyip Erdogan, son arrestation avait déclenché une vague de contestation en Turquie. Après des mois de suspense, le 10e président de l'histoire du CIO a été élu jeudi à Costa Navarino en Grèce lors de la 144e session de l'instance. Il s'agit de la Zimbabwéenne Kistri Coventry. Elle devient la première femme et la première africaine à prendre la tête de l'instance dirigeante du mouvement olympique. Le boxeur américain George Foreman, légende des poids lourds, entré dans l'histoire après sa défaite contre Mohamed Ali lors d'un combat mythique en 1974, est mort vendredi à l'âge de 76 ans, a annoncé sa famille. Ancien champion du monde, il s'était incliné à l'issue du célèbre combat à Kinshasa. Plus de 90 000 personnes ont manifesté contre le racisme et l'extrême droite en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur français. Une mobilisation suite à l'appel des syndicats et d'associations. Tous dénoncent une situation alarmante, avec une augmentation de 11% des actes racistes par rapport à 2024. Le pape François est apparu ce dimanche 23 mars à une fenêtre de l'hôpital Gemelli de Rome pour faire un salut. Merci à tous, a-t-il déclaré lors de cette brève apparition en fauteuil roulant. La première depuis son hospitalisation le 14 février. Le souverain pontife, âgé de 88 ans, a été accueilli par des applaudissements de fidèles massés devant l'hôpital. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Goran. Ce soir, le sage nous apprend que les pas s'adaptent toujours au son du tambour. Je vous souhaite donc une fructueuse semaine.